raconter Venise aujourd'hui ne correspond plus tout à fait aux commentaires d'il y a quelques années. Très vite, l'attention du visiteur est attirée par la présence et le passage d'imposants paquebots dont la manœuvre délicate dans la lagune est assistée par des remorqueurs. Il se dit que chacun de ces mastodontes rejette des fumées polluantes équivalentes au passage de 14 000 voitures. Autre coup d'œil différencié, ces constructions bétonnées qui font partie d'un vaste programme expérimental démarré en 2003 et visant à isoler la lagune de Venise de la mer Adriatique afin de diminuer la dégradation du site. Il s'agit essentiellement de gigantesques vannes mobiles électromécaniques qui, par un effet de barrage, permettent de réduire les méfaits des hautes marées de l'hiver et du printemps. Ces superbes masques sont un clin d'œil au Carnaval de Venise qui a lieu chaque année entre l'Épiphanie et le Carême. Cette fête traditionnelle remonte au Moyen Âge et attire des foules considérables en provenance du monde entier. Aujourd'hui, cette embarcation n'est plus utilisée que par les touristes. On dénombre 400 gondoliers qui ont un permis de navigation. Autrefois, les gondoliers constituaient une caste à part qui voulait qu'un père transmette les secrets de son savoir à l'un de ses fils. Bâti en 1602, le célèbre pont des Soupirs est revêtu de marbre et de pierre blanche. Il relie le palais des Doges avec la nouvelle prison achevée en 1614. L'appellation de ce pont suggère les soupirs exprimés par les prisonniers qui étaient conduits devant leur juge. La place Saint-Marc porte le nom de l'évangélisateur du même nom, dont le symbole est le lion, symbole de puissance et de protection. Il était venu prêcher au 1er siècle dans la région de Venise. Au 9e siècle, les marchands vénitiens réussirent à voler les reliques de ce saint qui étaient déposées dans une chapelle près d'Alexandrie en Égypte. À proximité de la place Saint-Marc, le Café Florian est un établissement connu et apprécié dès le XVIIIe siècle. Des écrivains et artistes célèbres comme Goethe, Alfred de Musset, George Sand, Giuseppe Verdi et Lord Byron sont devenus familiers du lieu. Chaque ouvrage architectural de Venise répond au même principe de construction de base qui débute par l'enfoncement d'innombrables pieux de bois dans la vase de la lagune afin de constituer de solides et pérennes fondations à l'édifice. Le pont du Rialto, dont la construction actuelle date du XVIe siècle,
est sans doute l'un des symboles les plus forts de Venise. Au XIIe siècle, il était à l'origine en bois et constituait l'unique lien reliant les deux rives principales de la ville par-dessus le Grand Canal. Une intense activité commerciale s'y développa et elle perdure de nos jours. Voilà le quartier juif, appelé ghetto, qui signifie fonderie en dialecte vénitien. C'est ici que la dite communauté va s'y établir au XVIe siècle. Les Juifs furent accueillis en tant que marchands au même titre que les autres commerçants, mais ils faisaient l'objet de restrictions. Par exemple, il leur était interdit de s'établir dans d'autres quartiers. Ceci explique pourquoi les immeubles de la communauté juive sont parmi les plus élevés de la ville. Pourtant, les habitants du ghetto étaient appréciés pour leurs compétences, tout particulièrement dans le domaine médical. Aujourd'hui, le ghetto permet de passer de calmes instants hors de l'agitation touristique du Rialto et de la place Saint-Marc. Burano est connu pour ses canaux bordés de maisons colorées. À l'origine, les pêcheurs peignaient leurs demeures de différentes teintes pour se repérer et reconnaître leurs maisons en cas de brume en période hivernale. Aujourd'hui encore, les habitants ont l'obligation de repeindre leurs maisons une fois par an avec la même couleur. 3000 Vénitiens habitent le bourg qui est rattaché à la commune même de Venise. Cette île a été habitée dès la période romaine. En revanche, son développement débute après la chute de l'Empire au VIe siècle. La pêche constitue également une ressource importante de l'île et attire une nombreuse clientèle. L'importance de Burano s'accroît au XVIe siècle lorsque des femmes de l'île commencent à fabriquer de la dentelle. À l'époque, elles brodaient au coin du feu lors des longues soirées d'hiver tout en écoutant les récits des marins-pêcheurs qui revenaient de grands voyages en mer. Cet artisanat sera exporté avec succès à travers l'Europe, mais il déclinera au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, quelques dentelières travaillent encore dans la grande tradition de Burano. Mais, comme il faut patienter près de 3 ans pour obtenir une nappe, les pièces à prix abordable sont importées de Hong Kong ou de Chine. Informazione, guardate le carte, che tutto è marcato Murano, perché lo produciamo. Parce que le maître verrier, il fait tous les objets. Oui. À Murano, un maître verrier propose occasionnellement à des clients de leur faire cadeau d'un chat miniature qu'il va créer sous leurs yeux. Oui. Pour le blé, c'est mis de l'oxyde de cobalto. Pour le noir, la manganise. Dans un atelier, juste à côté du sien, ses collègues sont occupés à la fabrication d'un cheval en verre.
Cette matière est composée de sable, de chaux et de soude. Le tout est mélangé dans un creuset et chauffé à 1500 degrés. En 1201, le Sénat de Venise rédigea un décret qui obligea les verriers à installer leurs fours sur l'île de Murano. De nombreux incendies s'étaient déclarés en ville de Venise, précisément en raison de la présence de ces fours qui inquiétaient les citadins car leurs maisons étaient construites en bois. Ces artisans furent donc forcés de transférer leurs installations à Murano, où il subsiste à ce jour environ une centaine de fours. Chacune des verreries conserve jalousement ses secrets de fabrication transmis de père en fils. À leur apogée, les productions de Murano étaient appréciées et connues dans l'Europe entière, et ce, jusqu'à Constantinople. Elles suscitaient de nombreuses convoitises. 30 euro un cartone nuovo. And the name of the shop. Okay? You remember? Les touristes venus de loin sont sous le charme de ces créations artisanales tout en restant un peu songeurs face à la menace qui pèse sur l'image de marque de Murano. La copie chinoise et autres contrefaçons. Après Murano, nous découvrons l'île de Torcello. À la chute de l'Empire romain et dès le début des invasions barbares, elle connut un important peuplement. La ville prospéra du 6e au 10e siècle. Elle devint un grand centre commercial et l'un des lieux les plus prospères de l'Adriatique avec 10 000 habitants. Un siège épiscopal y fut même établi en 639. La soirée s'annonçant agréable, une promenade à Dorsoduro, une île située au sud de Venise, semblait être un bon plan. L'occasion aussi de déguster un apéritif appelé spritz. Le spritz, c'est du vin blanc, du prosecco, de l'eau de seltz, avec une pointe d'alcool plus ou moins amère comme du Campari ou de l'apérole. Venise, au XXIe siècle, demeure une cité dépendante des bateaux pour son approvisionnement et redevable bien sûr de la visite des monuments historiques. Des mesures drastiques semblent avoir été prises pour tenter de pérenniser cet objet de valeur du patrimoine mondial. Et tant qu'à faire, offrons-nous une dernière balade nocturne sur le Grand Canal.